Samedi soir dans la cité, il est 23h, moi comme beaucoup d'autres n'avons nulle part où aller. Je fume quelques bédos, rencontre des lascars. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je reste dans le quartier. Soudain une lumière pointe dans ma direction. Faites voir vos papiers. Merde, une patrouille, je les ai pas. Il m'attrape, me menotte et m'embrouille. Et sans ménagement, me jette dans la voiture. Prison, faux arrestation et déposition. Menotte à mes bras au commissariat. Commissariat. Du bot comme ça. Commissariat. Laissez pas le commissaire, 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 peut-être plus que quiconque. Essayer d'avoir une approche un peu totale précisément de l'œuvre de Debord, et c'est ce que j'essaie de faire dans l'exposition, et pas une approche ni tautologique ni essentialisante. Je suis allé visiter l'exposition Debord à la BNF. Cela faisait longtemps que je n'étais pas retourné dans ce bunker néofasciste où, depuis la parution de Pauvre de Gaulle, je ne me rends que lorsque je ne peux pas faire autrement. C'était le cas ce 26 mars 2013, invité par un journaliste de France 5 à intervenir dans le cadre d'un reportage sur l'exposition qui allait débuter. Arrivé en avance, j'avais eu le temps de constater que Debord ou la diffraction du temps brillait par son absence sur la table consacrée à l'exposition dans la petite librairie de la BNF. L'inverse eût été surprenant. Ni Céline seule, ni le sexe de Proust, ni mon Debord ne sont jamais mentionnés dans aucune exposition, aucun dictionnaire, aucune émission, aucun débat, aucun article ni aucune bibliographie. Ayant déjà écrit que j'écrivais pour me rendre invisible, il serait illogique et candide de ma part d'espérer autre chose que l'usuelle disparition de mes livres des radars spectaculaires. Je dégustais dès lors avec fruit la citation de l'Iliade recopiée par Debord parmi ces myriades de fiches de lecture exhibées spectaculairement au centre de l'exposition. Il s'avance redoutable comme la nuit. L'interview se déroula normalement. 40 minutes d'enregistrement, durant lesquelles j'insistais sur l'actualité de la pensée de Debord, qui aboutirent après montage à 1 minute de diffusion insipide. Cela m'avait néanmoins offert l'opportunité de visiter une première fois rapidement l'exposition, remarquant au passage une ambiance psychogéographique étrangement menaçante, irradiée d'une sorte de venin muséal et, surtout, indiscernablement maligne à l'encontre de Debord lui-même. Ceci dès le premier panneau où une photographie de Debord embusquée un couteau à la main semblait menacer non pas tant les spectateurs que, redoutable comme la nuit, le fantôme de son modèle. Le 12 avril 2013, je reçus par l'intermédiaire de Pascal Richard chez Gallimard une invitation à participer à un débat radiophonique consacré au cinéma de Guy Debord avec Cécile Gilbert, qui est une amie, et Olivier Assayas, croisé à l'époque de la parution de La mort dans l'œil dans un bistrot du marché des Enfants Rouges, rue de Bretagne, avec qui j'avais eu alors une longue et courtoise conversation. J'acceptais l'invitation de Michel Simon, charmant au téléphone, et décidai de retourner auparavant voir l'exposition en détail. Je payais mon ticket et, rendant le bien pour le mal, achetai à la librairie boycotteuse le catalogue de l'exposition, pour le seul plaisir d'y lire un inédit de Debord intitulé « Les erreurs et les échecs de M. Guy Debord par un Suisse impartial ». On y lit des phrases d'une ironie détonnante.
le singulier paradoxe qu'aura été M. Debord dans son temps, quoi qu'il puisse valoir, ne vaut que tant que celui-ci est vivant. Car quand il sera mort, le système spectaculaire le récupérera à son gré, ou plus probablement l'enterrera. Comme si le fantôme de Guy Debord y condamnait a priori le principe même d'une exposition et d'un catalogue dont la prose frigide, typique du genre, est dénuée de tout intérêt. Rédigé par une indigente clique d'universitaires, de sociologues, de bibliothécaires et de plats historiens d'arrière-garde, le catalogue s'acharne à maspériser la vie et l'œuvre de Debord, noyant sa géniale singularité dans une aventure collective dont il ne reste en réalité que des vestiges muséologiques et dissimulant en retour ce à quoi est précisément consacré mon Debord ou la diffraction du temps, la prodigieuse radicalité de Debord dans sa compréhension et sa dénonciation du ravage qui accable notre temps. Parcourant la bibliographie sélective, je pus constater que non seulement Stéphane Zagdanski n'y figurait pas, ceci expliquant cela, mais que Guy Debord en personne en avait été en partie expulsé. Parce que pour une génération comme la mienne, j'ai pas encore 30 ans, Guy Debord, on l'a pas découvert par des éditions pirates de la Société du spectacle. On l'a découvert de manière extrêmement institutionnelle. C'est-à-dire grâce à l'édition Quarto, chez Gallimard, à travers un coffret DVD fait par Gaumont. Et donc, on a découvert Debord par des voies très institutionnelles. Et ça, précisément, pour nous, la stratégie de Debord, l'exposition de Guy Debord, Un art de la guerre à la BNF, et surtout, c'est là le plus important peut-être, l'entrée du fonds Guy Debord à la BNF, pour nous, c'est ça sa stratégie, ça en fait partie, c'est pour ça. C'est quand même un argument qu'on développe tout dans l'exposition, de Guy Debord en archiviste de lui-même. Je dois dire que quand on avait 25 ou 30 ans, si quelqu'un nous avait dit « Votre avenir, c'est une belle réussite, vous serez trésor national et vous aurez une très belle exposition à la Bibliothèque nationale », j'ai l'impression qu'on l'aurait battu. On était quand même beaucoup plus ambitieux que ça. Des universitaires, des historiens, des sociologues, des philosophes, des commissaires, des imbéciles et des ambitieux, mais aucune allusion aux commentaires sur la société du spectacle, la part la plus contemporaine, la plus vivante de la pensée de Guy Debord. Passons sur l'insultante idée d'associer le nom de Debord, après une exposition sur les cartes marines et avant le relieur Jean de Gonnet, belle cohérence, à ce bunker nihilo-farcesque qu'est la BNF, où, pour étudier, il faut passer par des vigiles accueillants comme des gardes-chiourmes, des portiques électroniques dignes d'un aéroport de dictature bananière, des caméras de surveillance omniprésentes et des guichetiers gais comme les surveillants d'un parking souterrain. Bel écrin pour exposer celui qui dénonça la responsabilité des urbanistes et des architectes dans l'organisation de la misère quotidienne du Quidam, forcé de vivre, et en l'occurrence de lire, l'occupation la plus paisible au monde, dans un décor digne d'un quartier de haute sécurité. Tout, dans cette lamentable exposition, de son titre trompeusement martial à son ambiance sinistre de caveau muséologique, et de son catalogue au style creux de manuel préparatoire au baccalauréat à tous ses trucages biographiques et bibliographiques, tout y correspond avec une ironique perfection à ce que les situationnistes dénonçaient sous le vocable de « maspérisation », la factice complicité avec un sujet, livre ou cause, dont on est en réalité le pire récupérateur, censeur et falsificateur. Falsification, l'exhibition de la vie de Debord sous l'aspect réducteur d'une aventure collective qu'il s'aborda lui-même en 1972. À la monteuse de son film qui lui demandait ce qu'étaient devenus les situationnistes, Debord répondit, avec une juste satisfaction, « Je les ai fait disparaître ». Falsification, la mise en vedette des centaines de fiches de lecture de Debord, réduit en somme au rôle d'un bibliothécaire qui n'aurait pas les moyens de s'offrir un iPad.
falsification, enfin et surtout, l'impasse faite sur ces 20 dernières années de combat et d'écriture qui seules permettent de comprendre notre époque et les ultimes sournoiseries du spectacle en 2013, dont cette exposition est le parfait spécimen. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were 3 of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Les Allemands étaient chez moi, ils me dirent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow. Projection privée. Bonjour, cette émission est consacrée à Guy Debord, d'abord à cause de cette grande exposition à la Bibliothèque nationale de France, François Mitterrand, qui se poursuit jusqu'au 13 juillet. J'arrive vendredi 19 avril 2013 à 11h du matin dans le studio d'enregistrement de Radio France. Cécile Gilbert est déjà là, ainsi que le commissaire de l'exposition dont nul ne m'avait prévenu de la présence. Nous nous étions croisés une seconde lors de ma première visite au bunker, le temps d'échanger une poignée de main polie. Ayant peu d'intérêt pour la prose de commissariat, je n'ai rien lu encore de ce qu'a pu écrire ce freluquet barbichu. Je me suis préparé à une émission tranquille, sans polémique, où j'aurai le loisir de parler un peu du fond, m'étant concentré sur les films de Debord revisionnés pour l'occasion. Stéphane Zagdanski, l'auteur de Guy Debord contre le cinéma, un essai, mais aussi de Debord ou la diffraction du temps, paru chez Gallimard il y a 5 ans. Et puis Olivier Assayas. Assayas arrive avec un peu de retard. L'enregistrement peut commencer. La parole m'est donnée d'emblée. Je rappelle la spécificité radicale du cinéma de Debord. Donc là,
je m'adresse donc déjà évidemment à Emmanuel Guy, mais aussi à Stéphane Zagdanski, pour qui Debord, comme tous les grands esprits de ce siècle, n'aimait pas, détestait le cinéma. Alors tout de même, 10 séances par mois, c'est un rejet curieux. Non, c'est pas qu'il détestait le cinéma. Il n'y avait pas de pathos à ce point-là. C'est quelqu'un qui a pensé le rôle du cinéma, entre autres choses, dans ce qu'il a appelé la société du spectacle. Donc, et c'est une pensée qui traverse ses films aussi. C'est pour ça que ce sont des films merveilleux. Moi, je crois que, si vous voulez, pour aller droit au but, je me refuse à considérer le cinéma de Debord d'un point de vue seulement esthétique ou seulement cinéphilique. La phrase que vous venez de citer là maintenant montre qu'il était évidemment cinéphile quand il était très jeune. Mais tout le monde est cinéphile, mais tout le monde ne pense pas le cinéma. Et tout le monde ne pense pas le cinéma en faisant des films contre le cinéma. Contre le cinéma, je vous le rappelle, c'était le recueil de ses premiers scénarios, les premiers textes de ses films qui paraît très vite, avant Inji Room, avant les derniers films. Et je vous rappelle aussi, parce que ce sont des choses très importantes à comprendre, que les œuvres cinématographiques complètes de Guy Debord, c'est le titre, non pas d'un film, mais d'un livre. Donc vous voyez, il faut penser, il faut envisager Debord. Moi, c'est pour ça que je trouve formidable. Et je parle du cinéma de Debord, parce que vous avez raison, on pourrait parler pendant 50 heures de quasiment chacun des aspects de son œuvre et de sa pensée. Il faut envisager le cinéma de Debord comme brisant en deux tronçons l'histoire du cinéma. Il y a avant les films de Debord et après les films de Debord. Et je pense que quelqu'un de sérieux, qu'il soit cinéphile ou pas, qu'il soit cinéaste ou pas, ne peut plus envisager le cinéma de la même manière après avoir vu et médité le cinéma de Debord, et donc la pensée de Debord, et avant et après avoir vu les films de Debord. Je veux bien nuancer ce que dit Stéphane, c'est-à-dire dans le sens où je suis en partie d'accord, mais j'étendrai cette réflexion aux autres arts. On pourrait en dire autant de la peinture, de la littérature, et même pourquoi pas de la musique. Donc d'une certaine façon, c'est une démarche plus générale qui concerne le rapport à l'histoire de l'art ou à l'histoire des arts chez Debord. Donc, je suis d'accord aussi avec le fait qu'il y a une rupture dans l'histoire du cinéma, dans le cinéma de Debord, et je pense que cette rupture est relativement peu pensée, parce que au fond, très souvent, quand on pense le cinéma de Debord, on le pense isolé de l'histoire du cinéma, tandis qu'il faudrait évidemment l'inscrire dans l'histoire du cinéma, ça, etc. Mais on peut pas non plus complètement faire abstraction du fait que, synchrone des films de Debord, il y a aussi une rupture plus générale dans l'histoire du cinéma, alors selon la perspective d'où on se place, c'est celle qui a été celle de la nouvelle vague en France. On peut aussi dire que c'est celle du cinéma expérimental new-yorkais, que ce soit Mekas, Brakhage, Anger, et Warhol et ainsi de suite, qui de part et d'autre de l'Atlantique, en tout cas, pratique une espèce de coupure au couteau dans l'histoire du cinéma qui, de fait, sera bien différente le lendemain de cette cassure. Là, c'est le point de vue cinéphilique. C'est pas faux, mais c'est le point de vue cinéphilique là, que vous pas du tout. Absolument. Non, parce que la cinéphilie, c'est deux choses différentes. L'histoire du cinéma et la cinéphilie sont deux choses distinctes. Si on les mélange... C'est le point de vue historique de l'histoire du cinéma. Moi, je voulais dire par là qu'on ne peut pas dissocier, séparer le cinéma de Debord de la pensée et des textes de Debord et de la vie même de Debord. C'est ça que je voulais dire. Une nuance, mais cette césure dont vous parlez, Olivier, vous soulignez le fait que c'est un impensé du cinéma. Il y a une raison assez simple à cela, c'est que les films de Debord n'ont pas été vus. Hurlement en faveur de Sade a été vu par les 40 personnes à tout casser.
dans un ciné-club. Quant à sur les passages de quelques personnes et écrite de la séparation, il n'a tout simplement été pas vu, si ce n'est par son producteur Edgar Yorn et quelques amis. Donc son absence relative dans l'histoire du cinéma, c'est impensé, il se justifie par ça aussi. Moi je ne crois pas, mais je pense Mais que... disons que c'est avéré, Disons que maintenant, ça fait 20 ans qu'on les a vus. C'est néanmoins. Guilbert. Non, moi je crois que tous ce sont des films qui sont pensés contre le cinéma. Je ne ferai dans ce film aucune concession au public. Plusieurs excellentes raisons justifient à mes yeux une telle conduite, et je vais les dire. Tout d'abord, il est assez notoire que je n'ai nulle part fait de concession aux idées dominantes de mon époque, ni à aucun des pouvoirs existants. Par ailleurs, quelle que soit l'époque, rien d'important ne s'est communiqué en ménageant un public, fût-il composé des contemporains de Périclès. Et dans le miroir glacé de l'écran, les spectateurs ne voient présentement rien qui évoque les citoyens respectables d'une démocratie. Voilà bien l'essentiel. Ce public si parfaitement privé de liberté et qui a tout supporté mérite moins que tout autre d'être ménagé. Les manipulateurs de la publicité, avec le cynisme traditionnel de ceux qui savent que les gens sont portés à justifier les affronts dont ils ne se vengent pas, lui annoncent aujourd'hui tranquillement que, quand on aime la vie, on va au cinéma. Mais cette vie et ce cinéma sont également peu de choses, et c'est par là qu'ils sont effectivement échangeables avec indifférence. Ils sont pensés, ce sont des attaques, des critiques radicales. Ça, c'est l'ordre de la tautologie, Stéphane Zagdanski. Pas du tout. Je serais plutôt de l'avis de Stéphane, c'est-à-dire que de même que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, le cinéma est un moyen de prolonger la critique sociale ou de faire de la critique sociale radicale chez Debord. Donc moi, c'est vrai que j'ai jamais tellement envisagé du point de vue de l'histoire du cinéma, pour la bonne et simple raison que j'ai une expérience très simple et complètement empirique, c'est que quand j'avais 18-19 ans... Pour décrire effectivement cette époque, il faudrait sans doute montrer beaucoup d'autres choses. Mais à quoi bon? Il faudrait plutôt comprendre la totalité de ce qui s'est fait, ce qui reste à faire, et non ajouter d'autres ruines au vieux monde du spectacle et des souvenirs. Cet art de la guerre dont il est question à la Bibliothèque nationale dans cette exposition, c'est un art de l'écriture et de la pensée. Ce que vous dites là me semble l'un et l'autre parfaitement tautologique. Enfin, c'est ce que dit Debord dans ses films, c'est des films qui s'insèrent dans la politique. Et non, je ne rêve pas. Le sourcilleux flicaillon barbichu veut en découdre. Cet arrogant cogne carriériste, qui a cafouillé une morbide exposition à la BNF qui n'a pas eu honte d'intituler pompeusement « Un art de la guerre », ose encore contester ce qu'il qualifie de tautologie. Il faudra leur payer des dictionnaires dans les commissariats. Par une argumentation délicate et subtile comme un coup de matraque. C'est à ce moment que l'altercation naissante avec ce freluquet assis à ma droite, auquel j'avais jusque-là à peine accordé un regard, commence à s'éclairer pour moi. Je comprends que ces gens qui me boycottent dans leur bunker entendent également me provoquer quand ils extirpent leur barbichette de la taupinière nihiliste. Le flicaillon compulse d'ailleurs depuis tout à l'heure un carnet de notes sur lequel je distingue, au détour d'une page, mon nom écrit en capitale. Je me doute aussi qu'il va être désormais compliqué de dire des choses sérieuses, précises sur le cinéma de Debord. J'en viens donc à ce qui révulse le plus, j'en ai l'intuition, le commissaire sous-cultureux, à la fois dans mon livre et dans ceux de Debord. Il fait quelque chose que peu d'êtres humains sont capables de faire, c'est-à-dire qu'il pense. Et il pense le cinéma. Mais oui, on a bien entendu. Le même commis systématique qui perroquette tautologique à tout bout de champ, possède encore un autre tic qui jaillit au mot penser. Et il pense le cinéma. C'est une sorte de bourdonnement de frelons névrosés. Ou plutôt, à la réflexion, l'onomatopée commissarde serait ce que Buffon décrit comme un hennissement. Et il pense le cinéma. Un hennissement de douleur. Moins un hennissement, écrit le naturaliste, qu'un gémissement ou ronflement d'oppression qui se fait à voix grave et suit les alternatives de la respiration. Et il pense le cinéma.
Et donc, il commence, il est très jeune, il écrit une lettre très intéressante à Stegloff. On est en 1953, il a donc 22 ans. Et il lui parle de quelques films qu'il a beaucoup aimés, dont Naissance d'une nation, de Griffith. Et il dit le type, concrètement, est à abattre, parce qu'il fait l'éloge du Ku Klux Klan, mais son film... parce que sinon il ne fera pas intolérance. Non, il était déjà mort. C'est pour dire le film est raciste, mais c'est un chef-d'œuvre. Et il lui dit quelque chose d'autre qui est très important, qu'il faut méditer pour comprendre ce que signifie le cinéma de Guy Debord. Il lui dit, il parle d'un film de Bresson, et il lui dit Bresson est le premier et le seul. Il dit le film a peu d'intérêt. Je crois que c'est je ne sais plus le genre. Condamné à mort. Non, je crois pas. Le journal d'un curé de compagnie. Et il lui dit, il est le premier à avoir faiblement pressenti la suprématie de la parole sur l'image. Et là commence à naître vraiment la pensée de Debord, la pensée cinématographique ou la pensée tout court de Debord. Parce que, comme le dit Heidegger, c'est quelque chose qu'un commissaire ne peut pas bien comprendre, commissaire d'exposition, commissaire de police, c'est que tout se déploie ensemble. C'est une phrase de Heidegger. Et si vraiment quelqu'un, au XXe siècle, l'a manifesté et l'a démontré, c'est Guy Debord. Oui, ou Isidore Izou. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de pensée d'Isidore Izou qui traverse le siècle et qui pense le siècle. Non, je dis juste... Quand je dis tout se déploie ensemble, je veux dire la pensée de Debord, elle est partout. Elle est dans son rapport à l'alcool, elle est dans son rapport à l'amour, elle est dans ses textes, évidemment, elle est dans ses traductions. Oui, mais et elle est dans son cinéma. Mais en tant que pensée, pas en tant que film. Non, je veux dire juste du point de vue de ce que Izou appelait le cinéma discrépant, c'est ce qui se passe quand il fait Traité de bave et d'éternité. Disons que c'est quand même le point de départ d'une histoire du cinéma, si on veut, dans laquelle Debord, il a fait des films différents. Oui, mais enfin, il a été nourri par ça. Cette question. On peut laisser parler le commissaire, peut-être, qui dit plus que quiconque. Qui est bon enfant, essaie d'avoir qui brise de s'énerver. Les commissaires sont bons enfants, mais... Essaie d'avoir une approche un peu totale, précisément, de l'œuvre de Debord, et c'est ce que j'essaie de faire dans l'exposition. Et pas une approche ni tautologique, ni essentialisante. D'abord, vous évoquez l'art de la guerre, Cécile Guilbert, qui est le cœur de notre exposition. Cet art de la guerre, il suppose quoi? Il suppose qu'il y a une période pour tout, et qu'on ne peut pas essentialiser le cinéma de Guy Debord. Il y a au moins 3 périodes. Hurlement d'abord, puis les 2 courts-métrages, et ensuite la suite des spectacles. Il faudrait peut-être aussi décrire pour l'auditeur Hurlement, c'est-à-dire un écran noir, un écran blanc, alors, Hurlement, c'est du silence. Hurlement, c'est ça, c'est plus qu'une bande, c'est un événement. C'est un film effectivement constitué d'écrans noirs et d'écrans blancs. Quand l'écran est blanc, des voix diverses résonnent, qui sont les détournements elles-mêmes. Quand l'écran est noir, on a du silence. Et le film se termine sur 24 minutes de silence. Alors, ces 24 minutes de silence, elles sont très théoriques. Puisque qu'est-ce qui se passe si vous mettez 40 personnes dans une salle de cinéma et que vous leur faites subir d'abord un film où alternent des écrans noirs, de silence, des écrans blancs avec des phrases sans vraie relation les unes avec les autres, en tout cas évidentes, et 24 minutes de silence, il se passe plein de choses. Les gens commencent à taper sur leurs chaises, à se jeter de la farine, à se cracher dessus. C'est ce qui se passe au moment de la projection d'Hurlement en faveur de Sade. Et c'est ce qui se passe, je crois, à chaque projection, c'est qu'on ne peut pas laisser un public tranquille. Donc voilà un film qui est un film événement, en fait, qui fait table rase de manière concomitante. Juste quelques mois plus tard, John Cage, de l'autre côté de l'Atlantique, fait 4 minutes 33, qui sont 4 minutes 33 effectivement de silence théorique, mais qui sont en fait 4 minutes 33 peuplées de présence, la présence d'un public. On peut dire n'importe quoi ou dormir, les conséquences se ressemblent, mais le sommeil me plaît. Le bruit et le silence vont où ils veulent, les arts se font arbitrairement. Bien sûr, les auditeurs n'existent pas, c'est une illusion collective, comme Dieu quand il était à la mode. Nous n'avons rien fait que nous promener et de temps en temps parler dans le noir.
Les difficultés ne s'arrêtent pas là. Je trouverais aussi vulgaire de devenir une autorité dans la contestation de la société que dans cette société même, ce qui n'est pas peu dire. Les gens qui ont connu Debord et qui ont une approche de lui qui est historique voient que tout au long de sa vie, il y a une pratique du cinéma, et un amour de cet art cinématographique. Je crois qu'il faut commencer d'être un peu précis et maintenant citer les films de Debord, parce que ce sont des films qui sont citables. Tous les films ne le sont pas, les films de Debord le sont. Donc voilà pourquoi moi je vous explique pourquoi je crois que, je ne crois pas, je suis même persuadé que le cinéma de Debord est un élément de la pensée de Debord. Et que si on l'envisage différemment ou de manière séparée, n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui a pensé la séparation, la société du spectacle, c'est la société de la séparation de tous et de chacun. C'est que si on sépare le cinéma de Debord de l'ensemble de sa pensée, à mon avis, on ne voit pas le cinéma de Debord. Avec qui vous polémiquez là? Parce que qui au juste sépare le cinéma de Debord de l'œuvre de Debord? Les auditeurs qui nous écoutent et qui n'existent pas, veulent entendre des phrases de Debord tirées de son cinéma. C'est parfaitement tautologique, Stéphane Zagdanski. Arrêtez avec ce mot tautologique, je crois que non. Alors voilà ce que dit Debord. On va prendre 2-3 phrases de Debord tirées de ses films, vous allez comprendre ce que je veux dire. Hurlement en faveur de Sade, 1953, est décrit par Debord comme une tentative de terrorisme cinématographique. Certes. Dans Hurlement en faveur de Sade, qui est un film qui est étrange parce qu'il s'appelle Hurlement, alors que, comme vous le savez, il est resté célèbre dans l'histoire des avant-garde par ses longues plages de silence. Il n'y avait que des hurlements dans la salle, c'est ça qu'il faut comprendre, les remettre dans leur contexte historique, voir à quoi ça ressemble. Le cinéma est mort, dit Debord, dans le film. Il ne peut plus y avoir de film. Passons, si vous voulez, au débat. C'était une conférence qu'il avait faite, qu'il remet dans le film. D'accord ? Donc, il y a une méditation, si vous voulez, dans toute l'œuvre de Debord, sur le discours comme décorum. Et c'est pour cela qu'il va passer sa vie, non seulement à critiquer le cinéma, pas seulement le cinéma, mais à critiquer ce que lui va appeler le spectacle, c'est-à-dire des discours qui sont tellement idéologisés que l'imbécilité devient, si vous voulez, le critérium absolu, et qu'on peut dire tout et n'importe quoi, et qu'il n'y a plus moyen de vérifier ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. C'était n'importe quoi, là. Donc, le cinéma est à détruire aussi, entend-on, sur le passage de quelques personnes à travers une assez continuité de temps. Toute la fin de ce film, de ce court-métrage, est une critique radicale du cinéma. En dernière analyse, ce n'est ni le talent, ni l'absence de talent, ni même l'industrie cinématographique ou la publicité, c'est le besoin qu'on a d'elle qui crée la star. C'est la misère du besoin, c'est la vie morne et anonyme qui voudrait s'élargir aux dimensions de la vie de cinéma. La vie imaginaire de l'écran est le produit de ce besoin réel, la star est la projection de ce besoin. Les images des entr'actes conviennent mieux que toutes les autres pour évoquer un entr'acte de la vie. Tout le début du court-métrage suivant. Oui, mais qu'est-ce que on est d'accord, mais je ne pas dire le cinéma est méchant et le non-cinéma est bon. Il s'agit de comprendre pourquoi Debord a fait cette critique du cinéma. La fonction du cinéma est de présenter une fausse cohérence isolée, dramatique ou documentaire, comme remplacement d'une communication et d'une activité absente. Pour démystifier le cinéma documentaire, il faut dissoudre ce que l'on appelle son sujet. En faisant des films aussi. Il a fait cette critique du cinéma, de l'histoire du cinéma global. Ce sont des choses, par exemple, que Godard n'a jamais faites. Godard s'inscrit dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire de la cinéphilie de manière tout à fait talentueuse. Vous voyez, là, il ne s'agit pas de faire ni de hiérarchie, ni de jugement de valeur. Il s'agit de comprendre Debord, puisque c'est de lui dont il s'agit, et que vous faites cette émission sur le cinéma de Guy Debord. Godard, c'est pas une référence simple ni clair, parce que Godard est multiple. Godard est multiple et à différentes périodes, et on peut en débattre, hein, mais je pense que quand même Godard établit une rupture avec l'histoire du cinéma. Je veux dire, tout à l'heure, on parlait quand même de ce qui se passe autour de Debord au tournant des années 50-60, etc., qui est alors, non, le cinéma pratiqué par les auteurs de la Nouvelle Vague n'est pas une continuation du cinéma classique. Ils admiraient ce cinéma classique, ils l'ont répertorié, ils l'ont mis en fiche, ils l'ont classé, ils ont fait tout ce que j'aime pas. Chabrol et Truffaut le détruire. Debord prétend détruire le cinéma. Il y a maintenant des gens qui se flattent d'être auteurs de films, comme on l'était de romans. Leur retard sur les romanciers
c'est d'ignorer la décomposition et l'épuisement de l'expression individuelle dans notre temps, la fin des arts de la passivité. On entend louer leur sincérité puisqu'ils mettent en scène, avec plus de profondeur personnelle, les conventions dont ils sont faits. On entend parler de libération du cinéma, mais que nous importe la libération d'un art de plus, à travers lequel Pierre, Jacques ou François pourront exprimer joyeusement leurs sentiments d'esclaves. L'unique entreprise intéressante, c'est la libération de la vie quotidienne, pas seulement dans les perspectives de l'histoire, mais pour nous et tout de suite. Ceci passe par le dépérissement des formes aliénées de la communication. Le cinéma est à détruire aussi. Non, mais il y a là dans cette phrase-là une volonté de tirer le spectateur de sa torpeur, ou en tout cas de pointer la torpeur dans laquelle il peut se trouver en regardant la société du spectacle, par exemple, qui est une épreuve, comme une femme en faveur de Sade. C'est un film qu'il faut endurer. Voilà, c'est ce que je voulais simplement ajouter sur cet humour-là. En disant que ce film les fatigue, et en érigeant fièrement leur fatigue particulière en critère général de la communication, ils voudraient d'abord donner l'impression qu'ils comprennent sans peine, qu'ils approuvent presque la même théorie quand elle est seulement exposée dans un livre. Et puis, ils cherchent à déguiser en un simple désaccord sur une conception du cinéma, ce qui est en vérité un conflit sur une conception de la société, et une guerre ouverte dans la société réelle. Mais pourquoi donc comprendraient-ils, mieux qu'un film qui les dépasse, tout le reste de ce qui leur échoit dans une société qui les a si parfaitement conditionnés à la fatigue mentale? Comment leur faiblesse se trouverait-elle en meilleure posture pour discerner, dans le bruit ininterrompu de tant de messages simultanés de la publicité ou du gouvernement, tous les grossiers sophismes qui tendent à leur faire accepter leur travail et leur loisir, la pensée du président Giscard et la saveur des amylacées? La difficulté n'est pas dans mon film, elle est dans leur tête prosternée. Voix très belle, très belle, très belle, oui, très posée, très belle. Moi, je la décris comme une sorte d'incendie froid, de flamme froide. Alors bon, oui, la question du cinéma de Debord, moi je reste focalisé sur cette idée-là, parce que je vous dis, c'est le thème de votre émission, donc c'est très important. Lorsque Debord dit le cinéma est à détruire aussi, il ne parle pas du tout du cinéma en tant qu'art seulement. Il parle de la société. Il y avait des placards qui sont d'ailleurs très drôles, des sortes d'annonces publicitaires qui précédaient ces films, dont celui annonçant la société du spectacle, dans lequel il dit bientôt sur ses écrans sera projeté le film La société du spectacle, et ultérieurement sa destruction de la société du spectacle. C'est-à-dire que ce sont des actes partout ailleurs. Et voilà, ce sont des actes profondément politiques. Et alors le plus drôle de tous, mais qui a un sens aussi très profond, un sens quasiment mystique et théologique, c'est l'annonce qui a été faite pour Inji Room, le dernier film au cinéma, où c'est Dieu qui est cité. Au moment, alors donc, ouvrez les guillemets, c'est Dieu qui parle, tout ça écrit par Debord évidemment et pensé par Debord. Au moment, et là on va voir l'humour de Debord, qui est aussi très important, le rire de Debord, qui est essentiel et qu'on voit bien dans ses films. Au moment de créer le monde, j'ai su que l'on y ferait un jour quelque chose d'aussi révoltant que le film de Guy Debord intitulé Inji Room imus nocte et consumimur igni, de sorte que j'ai préféré ne pas créer le monde. Signé Dieu. Il y a une autre citation là, dans La société du spectacle, c'est un carton qui énonce, pour parler de l'ironie qui est fondamentale chez lui, c'est « On pourrait reconnaître encore quelques valeurs cinématographiques à ce film », dit le carton au spectateur, « si ce rythme se maintenait, et il ne se maintiendra pas ». En même temps, il faut dire aussi que Inji Room, c'est dans une deuxième partie de la vie de Debord où il n'est plus dans un groupe, il est dans une grande solitude, je pense. Alors, Emmanuel. On revient à cette question du jeu qui émerge. La graine est plantée dès la société du spectacle, et on va pouvoir parler ainsi du détournement de manière précise par rapport à l'utilisation qui est faite des pin-up, par exemple. Et il y a dans le fond, et on le montre dans l'exposition, une quantité d'images très impressionnantes découpées dans des magazines, Lui, Marie-Claire, Madame Fouineuse, Paris Match, des choses comme ça. Ces pin-up, à quoi servent-elles? Guy Debord réfléchit longtemps à travers des fiches annotées manuscritement à l'usage qu'il va pouvoir en faire. D'abord, bien sûr, elles peuvent exprimer les étalages de marchandises. Donc on parle de marchandises au monde des pin-up. Elles présentent bien sûr la réification du corps féminin, l'utilisation du corps féminin comme une marchandise, etc. Mais ces pin-up, on a un dossier qui est assez intéressant. Donc on a des dossiers les filles et marchandises, filles toutes nues, filles en bikini, et on a un dossier qui s'appelle filles la vie réelle.
Il y a une autre très intéressante de Guy Debord à ce sujet, on en parle dans l'expo, dans les actes de suite également. Debord se dit, voilà, ces pin-up-là, le spectacle, qu'est-ce qu'il nous a arraché avec ces pin-up? Il nous a arraché l'amour, la beauté des corps, la sensualité. Le spectacle nous l'a volé. Qu'est-ce qu'on va faire? Essayer de le lui reprendre. Et le détournement, ça consiste à ça, à exproprier les expropriateurs. Et donc Debord va essayer de parler de l'amour vrai, de l'amour qui nous a été dérobé à travers la pin-up. Et on a effectivement une séquence dans la société du spectacle, où Debord parle de la vie qui se perd, mais qu'on peut peut-être récupérer, enfin rattraper en quelque sorte. Et où on voit des filles, des pin-up encore une fois, légèrement différentes de celles qui parcourent le reste du film. Et au milieu, comme une image subliminale, Alice Debord, son visage, à qui le film est dédié par ailleurs, et la séquence inaugurale sur la musique de Michel Corrette présente Alice Debord. Et là, tout d'un coup, au cœur du spectacle, alors qu'il présente des pin-up tout au long du film, on a une dialectique du bikini, si vous voulez, qui se met en route. C'est que tout d'un coup, les filles qu'on présentait pour critiquer la réification, pour critiquer le spectacle, elles vont servir, on va essayer d'arracher au spectacle ces filles pour parler de l'amour. Et c'est l'apparition d'Alice qui est tout d'un coup le jeu qui est susurré en quelque sorte dans ce film, la société du spectacle. Alors, est-ce que le procédé est réussi ou non? C'est une autre question, mais il y a un danger immense. Vous me terminer, s'il vous plaît, c'est pas vraiment. Je vous remercie. Vous disiez quelque chose d'essentiel. Ah non, vous me laisserez pas terminer. Non, allez-y. Terminez. Non, je vous en prie, allez-y. Vous oubliez évidemment que le film, vous l'avez dit, est dédié à Alice Debord, avec une photo d'Alice Debord, et une citation de Hegel sur l'amour. Oui. Qui est beaucoup plus importante que les petites manipulations de pin-up, etc., qui sont intégralement spectaculaires et qui n'ont aucun intérêt. Mais pour Debord lui-même, il parle d'une poussière d'images. Si vous étiez venu voir les archives de Stéphane Zagdanski, vous auriez vu que Guy Debord... La phrase de Hegel, il faut citer les choses, il faut citer les phrases, c'est comme ça qu'on pense. La phrase de Hegel évoque l'amour en disant que c'est le seul moment dialectique où le vivant rencontre le vivant. Et pour Debord, le vivant, c'est pas une image de pin-up. C'est pas une image publicitaire. Mais vous vous trompez. Ce n'est pas le public du cinéma. Tous les films de Debord insultent carrément le public du cinéma. Il les appelle des brouteurs d'images. Et d'une certaine manière, c'est pareil pour les expositions officielles. Les gens qui viennent brouter des images dans une exposition ou dans un film ne sont pas des gens qui pensent. Et les livres qu'on publie chez Gallimard, est-ce que c'est différent, Stéphane Zagdanski? Oui, la pensée, c'est différent. La pensée est invisible, comme vous ne le sauriez pas. Non, mais votre pavé, là, c'est à peu près la même chose que mon exposition. C'est pas un pavé, c'est un texte. C'est vrai qu'il n'est pas si épais que ça. Un texte, c'est fait avec des phrases, voyez-vous. Et non, c'est très différent de l'exposition, parce que moi, je ne suis pas commissaire. Voilà. Et c'est parce que je ne suis pas commissaire que mon livre est invisible dans votre exposition, et que le livre de Cécile Guilbert n'apparaît pas dans votre exposition. Vous l'avez boycotté, vous voyez. Monsieur, je voudrais simplement noter une chose, c'est que Stéphane Zagdanski a envoyé aux abonnés de son site web une phrase qui montre assez pourquoi est-ce qu'il est aussi agressif aujourd'hui. C'est que Stéphane Zagdanski n'a pas été cité dans le catalogue d'exposition. Et visiblement, il nous en tient rigueur. Pas du tout. Tous mes livres, aucun de mes livres n'est cité dans les catalogues. Alors, vous envoyez donc, depuis votre site Parole des Jours, le 16 avril, Debord, la diffraction du temps, a beau s'être rendu invisible dans le catalogue de l'exposition BNF, conformément à une citation de l'Iliade que note Debord sur l'affiche, il s'avance redoutable comme la nuit, n'y était cité ni même référencé. Parole des Jours, vous-même donc, rend le bien pour le mal en diffusant invisiblement une idée de Guy Debord reproduit à la fin du dit catalogue. Oui. Je crois qu'on trouve là une explication assez claire à l'agressivité dont vous faites preuve depuis tout à l'heure. Il y a deux choses qu'il faut dire et qui permettent de comprendre les raisons pour lesquelles Debord accordait une forme d'importance à ce qui se disait sur lui. Premièrement, c'est un génie. C'est quelqu'un qui se considère... C'est un génie au sens propre, voilà. C'est un mot qui est très galvaudé, le mot génie. Si vous n'étiez pas là, Stéphane Zagdanski, on ne comprendrait rien. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui considère et qu'il sait que sa pensée va passer à la postérité. Et que donc que tout ce qu'il concerne, que ce soit en bien ou en mal, prend une forme d'importance par rapport à lui.
Deuxième chose très importante qu'il faut comprendre aussi, ce qu'a dit Cécile est essentiel. Debord, c'est quelqu'un, parce qu'il faudrait, on n'a pas beaucoup de temps maintenant de le faire, mais il faudrait venir sur des points précis de sa pensée, de ce que nous vivons, nous, aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une exposition de Debord? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a de la publicité? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait Internet, etc. Ça, les commentaires sur la société du spectacle qui paraissent en 1988, donc hier seulement, sont essentiels. Ici, sont transformés en images, c'est-à-dire derrière une vitrine, alors que c'est un texte, un livre, l'un des livres les plus puissants écrits sur le XXe siècle et le XXIe siècle, et s'ils sont transformés en simple image par les commissaires d'exposition, c'est pas un hasard. C'est un acte profondément anti-debordien, vous voyez? Et c'est pas un hasard non plus. Le livre de Cécile et le mien sont invisibles dans cette exposition. Emmanuel Guy, anti-debordien. Oui, mais... Par rapport à Ordures et Décombres, il y a un dispositif stratégique aussi là-dedans. C'est bien sûr discréditer l'adversaire, mais aussi d'une certaine manière être l'archiviste de soi-même. C'est-à-dire récolter avant que les chercheurs le fassent, si vous voulez, tout ce qui aurait été dit sur son film. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça s'inscrit dans une démarche de Debord qui vise à être l'archiviste de lui-même, à travers de dépôts d'archives à la bibliothèque situationnelle de Silkeborg, à l'Institut d'histoire sociale d'Amsterdam, la publication de ses ouvrages chez des auteurs reconnus. Et donc, c'est pour ça que l'entrée des archives de Debord à la BNF, c'est quelque chose de comment vous dire, qui est dans la continuité de tout ça. Debord met à la disposition de lecteurs ces archives pour qu'ils viennent, comme vous le dites si souvent, Zagdanski, penser. Nous ne vous avons pas vu dans les archives et ça vous aurait pourtant aidé, je pense, à penser Debord un peu mieux et à le comprendre. Et à penser aussi le contemporain. Et donc, l'exposition, qu'est-ce que c'est pour nous? Une manière de prolonger ce travail sur l'archive. On reçoit beaucoup de chercheurs tous les jours, Laurence Lebras et moi-même, qui viennent travailler sur le fond. Et l'exposition sert à quoi? À introduire à Debord. On ne prétend pas le faire comprendre de bout en bout. Il s'agit simplement d'inciter à lire Debord. Et à mon avis, il vaut mieux lire Debord que lire votre livre, Stéphane Zagdanski. Samedi soir dans la cité, il est 23h, moi comme beaucoup d'autres n'avons nulle part où aller. Je fume quelques bédos, rencontre des lascars. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je reste dans le quartier. Soudain une lumière pointe dans ma direction. Faites voir vos papiers. Merde, une patrouille, je les ai pas. Ils m'attrapent, me menottent et m'embrouillent. Et sans ménagement, me jettent dans la voiture. Prison, faux arrestation et déposition. Menottes à mes bras au commissariat. Commissariat du bot comme ça. Commissariat. Commissariat du bot comme ça. Sans soins, sans assistance, oublié du service. Mais cela ne s'appellera jamais un homicide. Des excuses à la famille et le dossier est classé. Le rôle des policiers tombe dans le vide en piétinant la loi qu'ils sont censés représenter. Le rôle des policiers tombe dans le vide en piétinant la loi qu'ils sont censés représenter. Les gardiens de l'agression se foutent bien des lois. Torture et délation au commissariat. Commissariat. Commissariat du bot comme ça. Commissariat. Commissariat. La situation évolue différemment. Soit tu ouvres la bouche, soit tu leur parles doucement.